l'introduction du numérique dans ce que j'appelle le système académique, c'est-à-dire l'école, le collège, le lycée et l'université, et même les centres de recherche, ce qu'on appelle les grands organismes, doit se faire aujourd'hui par le haut. C'est pas du tout habituel de dire ça dans le champ du numérique, parce que ce qui est caractéristique du numérique, en règle générale, c'est qu'on considère que c'est le bottom-up, comme on dit, qui est à l'origine des choses. Je crois ça moi aussi. Je crois que c'est le bottom-up qui doit être à l'origine des choses, mais je crois que la sollicitation du bottom-up doit se faire par le haut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, on utilise dans le monde académique des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, des technologies produites par le marché, sans interroger les conditions que j'appellerais d'un langage de philosophe épistémologique de ces technologies. Je veux dire par là que, imaginez par exemple que Galilée, lorsqu'il s'est emparé de la lunette, qui est quand même au cœur de sa pensée, se soit contenté d'aller acheter cette lunette chez le marchand de lunettes du coin. Enfin, en l'occurrence, c'était pas tout à fait de Le Coin, parce qu'il était à Venise et c'était à La Haye qu'on produisait ces lunettes. Mais qui se soit simplement contenté de prendre, comme on dirait aujourd'hui, sur l'étagère du marché, un instrument et s'en servir. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a théorisé tout cela. Il a repensé la physique autour de cette pratique. Il a d'ailleurs eu des problèmes parce qu'il n'était pas opticien et que voilà, il a eu des limites, mais je crois que ces limites ont fait évoluer l'histoire de la physique moderne profondément. Et dans tous les cas, il me paraît fondamental qu'aujourd'hui, les technologies numériques soient massivement mises en œuvre dans le champ académique, c'est une évidence pour moi, mais que le champ académique doit s'en saisir. Et s'en saisir, ça ne veut pas dire du tout acheter la dernière proposition de Microsoft ou de Facebook ou de je ne sais quoi. Quand je dis cela, ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faille pas se servir des instruments de Microsoft ou de Facebook. Il y en a qui sont très bons, mais ce ne sont pas eux qui doivent prescrire. Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup de Jules Ferry comme celui qui a constitué l'école de la République, la Troisième République, et qui a fait prendre un tournant à la France, et pas seulement à la France d'ailleurs, à travers cette extraordinaire audace qui a été à cette époque-là, on a oublié l'audace que c'était, de dire que tous les mômes de paysans, et à l'époque les paysans étaient largement majoritaires, allaient devoir apprendre à lire, à écrire, connaître l'histoire de la France, etc., etc. Mais si Jules Ferry a pu faire cela, c'est parce qu'il existait, via le développement de la presse à journaux et un ensemble de transformations du 19e siècle, des possibilités de produire des manuels scolaires à un sou que les petites communes rurales pouvaient acheter. Donc tout ça est complètement lié à une actualité industrielle de l'édition qui, si elle ne s'était pas produite, n'aurait pas du tout permis à Jules Ferry de faire cela. Et qu'est-ce qu'a fait Jules Ferry? Est-ce qu'il a demandé, par exemple, à Hachette, qui était le premier grand éditeur de manuels scolaires, de produire ces manuels en disant, bon bah, produisez des manuels? Non. Il a créé une inspection, il a créé un corps qui a défini des programmes avec des appels d'offres, et c'est comme ça que s'est développée une industrie du manuel scolaire très florissante en France d'ailleurs aujourd'hui, très menacée aussi par le numérique aujourd'hui, qui voit d'un très mauvais œil tout ce dont nous parlons là, et qui en même temps essaye de l'approcher. Bon. Et d'ailleurs j'avais une discussion il n'y a pas longtemps du tout avec un grand éditeur scolaire en disant mais arrêtez de voir les startups comme vos adversaires, passez des accords et travaillez ensemble. Mais vous ne pouvez pas travailler ensemble si vous ne travaillez pas avec les universités, si vous ne travaillez pas avec l'INSERM, si vous ne travaillez pas avec le CEA, si vous ne travaillez pas avec le CNRS, avec l'INRIA, pas simplement pour bidouiller des développements informatiques, des interfaces machines plus sophistiquées, meilleures que les Californiens, et je vous conseille d'avoir beaucoup de courage pour essayer de faire mieux, parce que pour le moment, ce sont les meilleurs. Non, même si à Lyon, il y a eu aussi des entreprises de jeux vidéo très efficaces, et que la France a aussi de très bons atouts, et il ne faut jamais l'oublier, la France et l'Europe. Dans tous les cas, la question fondamentale, c'est de mobiliser les scientifiques, leurs étudiants, et en particulier leurs doctorants, pour créer un processus d'innovation où ce n'est pas le marché qui pilote, c'est la science. Et ça, au service du développement d'une industrie éditoriale classique, d'une industrie éditoriale nouvelle dans le champ du numérique, par exemple, avec le jeu vidéo appliqué
avec le jeu, disons, en général, pas forcément le jeu vidéo, appliqué à l'enseignement, etc., qui devient à ce moment-là de la simulation, parce qu'en fait, la simulation est pratiquée hautement en physique, même en biologie aujourd'hui, etc., et bien entendu qu'il faudrait la pratiquer massivement dans la pédagogie et l'enseignement. Mais ça suppose de créer une nouvelle task force face à une mutation industrielle absolument majeure, qui est de l'ampleur de toute évidence de ce qu'a été la machine à vapeur à son époque. Et il faut mobiliser les forces vives, comme on dit, massivement, et faire en sorte que les scientifiques jouent leur rôle. Les contenus, les modèles, les concepts qui doivent présider à la constitution de toutes les choses doivent venir des scientifiques. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les scientifiques ronronner dans ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'ils sont bousculés par cela. Nous le sommes tous de toute façon, tout le monde est bousculé, y compris Microsoft, qui a été bousculé par Google, Google qui a été bousculé par Facebook. Nous sommes tous bousculés absolument en permanence, donc il faut apprendre à vivre dans cette bousculade et à serrer les rangs, pour être capable de véritablement, dans cette bousculade, créer une cohérence qui nous donne un avenir. Et il y a beaucoup d'avenir, mais à une condition, c'est qu'il y a du courage, de tout le monde. Il ne faut pas simplement s'en prendre au ministre de l'Éducation nationale, à la ministre de la Recherche. Ils ne font pas leur travail, c'est peut-être vrai, mais ils ne le font pas d'abord parce qu'on ne le fait pas nous-mêmes. Nous ne faisons pas nous-mêmes notre travail. Donc faisons ce que nous avons à faire. Produisons des propositions, des textes, créons des modèles, des démonstrateurs, etc. Et faisons-le sans attendre l'autorisation d'aller faire pipi. Il faut le faire, il faut mobiliser les étudiants n'attendent que cela. On a vu que les étudiants ont beaucoup voté pour les partis d'extrême droite ces derniers temps. Ils sont très inquiets, ils trouvent qu'on se moque d'eux, et malheureusement, ils ont raison. Pas de voter pour l'extrême droite, selon moi, mais de trouver qu'on se moque d'eux, c'est vrai. On ne les prend pas suffisamment au sérieux, on ne s'occupe plus suffisamment d'eux, on ne compte pas suffisamment sur eux aussi. Et soyons courageux et travaillons avec eux. Il y a énormément de choses à faire. Mais, en ce qui concerne le numérique, est-ce qu'on se moque d'eux ou est-ce que justement les classes dirigeantes ne manquent-ils pas de culture numérique? Est-ce qu'ils comprennent? Mais si, bien entendu que les classes dirigeantes manquent de culture numérique, c'est sûr. Mais si nous, les universitaires, je vous parle en tant qu'universitaire, c'est à nous de produire cette culture. On est là pour ça, on est payé pour ça. Donc si on ne la produit pas, on ne peut pas leur reprocher de ne pas la produire. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, il y a pas mal d'années maintenant, je suis allé à Rio de Janeiro. C'était la deuxième fois que je venais et j'ai rencontré un universitaire, très sympathique d'ailleurs, qui enseignait donc à Rio. Et c'était l'époque où Lula venait d'être élu. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce que tu penses de Lula? Oh, Lula! Il s'est mis à lui taper dessus et tout ça. Je lui ai dit, mais tu lui as proposé des choses? Ah non. Je lui ai dit, alors, tu n'as pas le droit de lui taper dessus. Si on est là pour ça, un universitaire n'est pas là d'abord pour faire son service, il est là pour prendre en charge, sur des problèmes hautement intellectuels de ce type-là, il est là pour prendre en charge l'avenir de la nation. Je parle d'une rhétorique qui paraît ridicule peut-être aujourd'hui, mais moi elle ne me paraît pas du tout ridicule. Voilà. Elle ne paraît pas non plus ridicule aux électeurs du Front National. Et moi je ne vote pas pour le Front National, je le combats le Front National, mais je prends au sérieux la désespérance de ces gens-là.